Et c'est la grande interview sur CNews et sur Europe 1 avec Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes philosophe, libre penseur, auteur de La foudre gouverne le monde chez Albin Michel. On va en parler dans un instant. L'actualité, c'est bien sûr la situation dramatique en Nouvelle-Calédonie. Michel Onfray, les émeutes se poursuivent sur fond de contestation par les indépendantistes d'une réforme électorale. Quand 4 personnes décèdent, dont un gendarme de 22 ans, qu'il y a des centaines de blessés, que les maisons sont brûlées, que les habitants se défendent eux-mêmes par rapport à des groupes armés, on peut parler de situation insurrectionnelle ou pas? Oui, même de guerre civile, très précisément, puisque ce sont des Français qui attaquent d'autres Français et des Français qui se défendent des attaques que d'autres Français leur infligent. Donc je parlais, hélas, depuis très longtemps d'une guerre civile à bas bruit, avec quelques ricanements du côté des islamo-gauchistes. Et ben, on enlève maintenant à bas bruit. C'est une vraie guerre civile, c'est-à-dire que je rappelle que le gendarme a quand même pris un projectile en pleine tête. En pleine tête, c'est-à-dire qu'on a visé la tête, on a voulu le tuer, alors qu'il a enlevé son casque, justement comme un signe de bienveillance, en disant je ne viens pas armé, je viens pour discuter. Et là, d'un seul coup, on ajuste le tir et la balle arrive dans la tête. Michel Onfray, Emmanuel Macron n'a pas eu d'autre choix que de décréter l'état d'urgence. On en est là aujourd'hui pour faire respecter l'autorité de l'État, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou même en métropole. Ou à Mayotte, où on est en train de mourir du choléra. Enfin, c'est devenu ça, la France. On meurt du choléra, et puis des gendarmes se font tirer en pleine tête, et puis des gens qui sont des blancs, puisqu'il faut parler le langage de ces gens-là, sont terrés chez eux, ou Madame Baquès, qui est sous protection Sonia Baquès, effectivement, dit RAID qui la protège. Qu'il y a une chasse aux blancs, qu'il y a du racisme anti-blanc. Voilà. Oui, parce que vous vous souvenez, quand on avait fait cette émission sur le 1er mai, j'avais signalé qu'il y avait des drapeaux du FLNKS dans cette manifestation, en disant regardez ce qu'on ne dit pas, mais un drapeau russe, un drapeau du FLNKS. Et j'ai appris, en regardant CNews ce matin, qu'il y avait effectivement des gens qui sollicitaient la Russie, en disant les Français dehors, les Russes Poutine venait nous sauver des Français. Alors comparaison n'est pas raison, mais je veux dire que ça ressemble un peu à la guerre d'Algérie. On est allé demander à des puissances étrangères, notamment l'Union soviétique à l'époque, la possibilité de mettre dehors d'autres Français. Ce qu'on nous propose ici, c'est une créolisation malheureuse. Si on en croit Jean-Luc Mélenchon, la créolisation, c'est formidable. Le métissage, c'est fantastique. Et la créolisation, pour lui, c'est systématiquement heureux. On voit que c'est malheureux. Il y a quand même eu une situation passée qui est quand même assez extraordinaire. On leur propose 3 référendums. 3 référendums, donc 2018, 2020, 2021. On déroge à la République. Tous non à l'indépendance. Voilà, tous. Et on déroge aux lois de la République puisque on estime que certains auront le droit de voter, d'autres n'auront pas le droit de voter. Je rappelle que quand le général de Gaulle fait le référendum sur l'autonomie de l'Algérie, il fait voter tout le monde, c'est-à-dire l'Algérie, la Martinique, la Guyane, le continent, l'Hexagone, etc. Là non, on choisit les électeurs. C'est-à-dire comme à la belle époque de la Révolution française, de la première Révolution française, il y avait les citoyens actifs et les citoyens passifs. Alors là, il y a des gens qui peuvent voter, puis des gens qui ne peuvent pas voter. Ce que fait Macron, pour le coup, je vais le défendre cette fois-ci, avec cette loi, c'est juste de restaurer un ordre républicain en disant une voix, une personne. C'est-à-dire un homme, une femme, une voix, etc. C'est le principe de la démocratie. Là, on disait non. Une voix de couleur, c'est une voix blanche, c'est pas une voix blanche. Et d'ailleurs, elle va même pas avoir le droit de s'exprimer, cette voix blanche. Et on lui a interdit l'accès au vote. Moi, j'avais trouvé ça sidérant à l'époque. Et puis, on fait pas 3 référendums, on en fait un. Il est bon, il est pas bon. Et voilà. Enfin, on sait en France depuis 2005 que quand le référendum ne plaît pas, on le met à la poubelle. On s'assied dessus. Et je veux dire que là, on a le signe d'une créolisation malheureuse. Et en même temps, la proposition, et songeons un petit peu au laboratoire de Jean-Luc Mélenchon dans cette aventure. C'est un État racial qui nous est proposé. C'est un État raciste qui nous est proposé. Les Blancs dehors, qu'est-ce que ça veut dire, les Blancs dehors? Voilà, des gens qui sont parfois là depuis plus d'un siècle et demi. Pour certaines familles, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait nos parents un siècle et demi en amont, voire en 1492. Et à un moment donné, il va falloir arrêter cette histoire que le péché originel, ça concernerait des couleurs. Et donc là, on veut un État racial en disant nous sommes des Noirs ou des gens de couleur ou des Kanaks. Et donc, c'est une Kanaki. J'entends même des gens de gauche nous parler de la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Tout est déjà dit dans cette aventure. Quand on a sollicité des gens, c'est comme en Corse. On a plusieurs fois sollicité les Corses en disant voulez-vous une indépendance, une autonomie? Ils ont dit non. Moi, je suis démocrate. Je regrette qu'on ne soit pas plus démocrate. C'est-à-dire qu'on sollicite les peuples et qu'on leur demande leur avis. Encore un point sur la Nouvelle-Calédonie. Michel Onfray, le gouvernement a interdit le réseau social TikTok pour éviter que les émeutiers ne se rassemblent trop rapidement, mais aussi, c'est une façon peut-être de contrer l'influence de la Chine. Vous avez évoqué la Russie. La Chine est extrêmement aussi présente en Nouvelle-Calédonie, évidemment, qui est le 3e producteur mondial de nickel. Voilà, qui est nécessaire pour fabriquer tout ce qui est électrique, moteur électrique, etc., moteur de tout ce qui est solaire aujourd'hui et de ce qui est politiquement correct. Bien sûr que c'est une guerre économique qui se joue également. Et
d'influence, puisqu'on l'a beaucoup dit, c'est un porte-avions dans le Pacifique. Et de fait, quand tout est un peu chaud quand même sur la planète, eh bien, on a besoin, nous, la France, d'endroits sur lesquels on puisse faire arriver des avions, mouiller des bateaux, même éventuellement des sous-marins, pour pouvoir disposer d'une puissance militaire planétaire. Donc il y a des enjeux extrêmement importants et je ne sais pas ce que va faire Emmanuel Macron, parce que dire couvre-feu, on met la gendarmerie dans la rue, c'est bien, mais demain et après-demain, est-ce que c'est un État militaire qu'il va falloir instaurer pour recouvrer là-bas l'autorité ? Je ne pense pas que ça puisse suffire. Michel Onfray, le tableau est sombre. En métropole également, chacun a été frappé d'effroi après l'attaque d'un fourgon pénitentiaire mardi, durant laquelle 2 agents ont été tués, 3 autres blessés. La traque se poursuit. Le détenu et le commando lourdement armés sont recherchés. C'est une scène qu'on aurait pu voir dans une série sur Canal+. C'est le symbole de la sud-américanisation de la France pour vous, Michel Onfray ? Non, enfin oui, si on veut, mais c'est le signe qu'il n'y a plus d'autorité en France, c'est le signe qu'il n'y a plus de morale non plus. Il y avait une espèce de code de l'honneur parfois chez certains bandits, enfin on a bien vu les films de Gabin avec les scénarios d'Audiard, il y avait des bandits au grand cœur. Éventuellement on voulait libérer quelqu'un, mais on n'allait pas c'est même pas prendre le risque, mais décider qu'on allait éventuellement tuer 4 personnes, le but c'était ça. Il y en a 2 qui sont décédés et puis 2 qui sont dans un mauvais état. C'est-à-dire que voilà des gens qui se sont dit... Hors de danger, Dieu merci. On peut imaginer qu'effectivement, il y a une attaque de fourgon, on met en joue des policiers, des gardiens de prison, qu'on leur demande de s'allonger par terre ou je ne sais quoi, mais épargner des vies. Et puis sauver son soldat, et puis l'exfiltrer, et son mauvais soldat, et puis l'exfiltrer, et puis voilà. Là, pas du tout. On commence par dire, on va rentrer dans une voiture, et puis les gens, c'est comme des voitures, c'est-à-dire qu'on peut s'en débarrasser. Qu'est-ce qu'on fait avec des gens comme ça ? Il a 30 ans, ce garçon-là, ce monsieur. Mohamed Amra, le détenu fugitif. On ne sait pas qui ils sont, c'est ceux qui l'ont aidé, mais enfin, quand on les retrouvera, on verra que ce ne sont pas des oies blanches non plus. Ce qui est frappant aussi dans le cas de profil de cet homme, Mohamed Amra, c'est un parcours de délinquance commencé extrêmement tôt. Dès 11 ans, on en a souvent parlé dans notre émission face à Michel Onfray, et le fait que la réponse pénale n'a pas su enrayer cette spirale de la violence. Il faut remettre à plat tout cela ? Ah oui, évidemment. Mais les gens qui font de la politique aujourd'hui font de la politique pour être en place, pour les voitures avec des sirènes, pour la puissance, la jouissance ou ce genre de choses, pas pour la France. Si vraiment on a le souci de la France, on pense à nouveau frais une politique pénale. Ça ne peut pas suffire, Michel Foucault, devant lequel Robert Badinter se met à genoux en disant « Ah, c'est formidable, surveiller et punir », un livre des années 70 où on nous dit en gros que la prison est problématique et que la société est problématique, mais que le délinquant est une pauvre victime. Ça, c'est une jurisprudence dont il faut se défaire. Et surtout, à gauche, il faut que la gauche comprenne que la sûreté ou la sécurité, c'est l'un des droits de l'homme aussi. On peut pas toujours parler des droits de l'homme en disant ça ne nous donne que des devoirs. Il y a aussi effectivement le droit qui consiste à pouvoir dire, quand on est une femme, mais pas seulement, qu'on peut sortir à 10h du soir en sortant d'un cinéma ou d'un opéra ou d'un concert ou d'un restaurant ou simplement pour aller voir des copains ou des copines, sans risquer de se faire violer, insulter, mépriser, attaquer, avec des gens qui attaquent et qui, pour le coup, après, seront vaguement réprimandés. Michel Onfray, est-ce que les mots des hommes politiques ont encore un sens ? On a entendu, là encore, la France sera intraitable, la main ne tremblera pas, ils seront châtiés, ils seront retrouvés. Les Français les croient beaucoup moins aujourd'hui. Évidemment, enfin, moi ça fait bien longtemps que je n'y crois plus. On a l'impression vraiment qu'il y a un formulaire à disposition. Victime du terrorisme, victime d'un attentat, alors formulaire B3, le formulaire C12, et puis on sort le truc, on coche les cases, et puis on ne laissera pas les choses en la matière, c'est insupportable, la République est aux côtés d'eux, etc. Ou de dire c'est la République qu'on attaque. Non, c'est pas la République qu'on attaque des gardiens de prison qui font un métier terrible, avec des revolvers d'enfants d'une certaine manière, et qui n'ont pas la possibilité de tirer. Je rappelle quand même que Mélenchon et sa clique nous disent la police tue. Je rappelle que c'est l'inverse. C'est la police qu'on tue aujourd'hui. Et on tolère que des gens tuent la police. L'idée qu'on puisse assassiner des gens qui sont des gens simples et des gens modestes. On n'est pas gardien de prison en se disant ça fait 30 ans que j'ai envie de faire ce métier, il est tellement formidable. Donc voilà des gens qui sont là au service de la République, au service de la nation, qui font un boulot qu'il faut faire. Il y a des délinquants, il y a des prisons, il faut bien garder les prisons. Ils sont payés rien du tout et on les expose. Et éventuellement aurait-il tiré qu'aujourd'hui il serait probablement en garde à vue pour expliquer pourquoi, quand, comment et pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas retenus, est-ce qu'ils ont fait vraiment les sommations nécessaires et d'usage. Tout de même, faut pas exagérer, vous avez visé le genou, vous avez eu la tête, et puis après ça de se retrouver, je sais pas quoi, dans un endroit où ils vont faire du balayage ou du nettoyage. Il y a un moment donné où il faut redonner confiance à la police, on va du moins dire à la police, à la gendarmerie, à l'armée, aux services secrets, à tous ces gens qui font un boulot exemplaire aujourd'hui en France, sans moyens.
leur dire on est avec vous, on est à vos côtés, on va vous aider. Alors là, évidemment, on reçoit les intersyndicales et puis on commence à dire oui, alors listez, c'est quoi vos preuves ? Oui, on va dire ça. On calme le jeu, quoi. Jusqu'à la prochaine fois. Votre livre a un titre que je trouve prémonitoire. La foudre gouverne le monde, aux éditions Albin Michel, Michel Onfray. C'est le spectre, quoi, d'un monde sans règles, sans autorité, en décadence que vous nous décrivez. C'est un journal, le 8e tome de votre journal hédoniste, qui est la chronique de ce monde-là. Alors ça peut se lire comme une formule poétique, ce qu'elle est, parce que c'est une formule d'Héraclite, philosophe grec de l'Antiquité, qui nous disait justement que le feu gouvernait le monde. Alors bon, il faudrait rentrer dans le détail, on va pas faire un cours de philo, c'est pas l'heure, c'est pas le jour. C'est un peu tôt. Ça pourrait encore, mais je garde cette idée-là que effectivement c'est le feu qui fait la loi, pas seulement les éléments, enfin l'eau, la terre, l'air et le feu, etc. Mais simplement pour dire qu'effectivement c'est le bruit et la fureur, pour reprendre la formule bien connue, et que ça ne cesse pas. C'est-à-dire que c'est comme ça depuis toujours, et ce sera comme ça depuis toujours, parce que finalement l'homme est ce qu'il est, et puis on peut essayer de le civiliser un peu. Mais quand on le civilisait beaucoup, ça allait à peu près. Quand on le décivilise, puisque parfois il y a des endroits où on doit civiliser et où on décivilise, l'école, l'éducation populaire, on a hélas perdu Bernard Pivot il y a pas très longtemps, mais voilà quelqu'un qui faisait de l'éducation populaire, il civilisait les gens. Il parlait de littérature, il parlait de livres, il montrait des auteurs, etc. Aujourd'hui, on peut parler du concours de l'Eurovision ou du dispositif des Jeux Olympiques. On décivilise, là, vraiment. Michel Onfray, vous dites dans ce livre, je suis toujours du côté des femmes, des laïcs, des homosexuels, des juifs, des libres penseurs. Je n'ai pas changé, je suis toujours athée. J'estime que toutes les religions font mauvais ménage avec la démocratie et la liberté. Aujourd'hui, vous pensez que tout est en train de basculer, qu'il y a un véritable risque sur la liberté d'expression, notamment ? Oui, c'est même plus un risque. Ça n'existe plus, la liberté d'expression aujourd'hui. Ou alors une espèce de liberté d'expression totalement sauvage sur les réseaux sociaux où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Je rappelle que le négationnisme, le révisionnisme, cette façon de dire qu'il n'y a pas eu de chambre à gaz, que c'est une invention des Juifs pour la création de l'État d'Israël, il y a une époque où ce sottisme ne se trouvait que dans des livres imprimés et parfois difficiles à trouver. Encore que j'ai souvenir de cahiers d'annales révisionnistes qu'on trouvait dans ma sous-préfecture, simplement au milieu de je sais pas quoi, je ne veux pas donner de faire de publicité, ou de Paris Match et du journal du dimanche. Très bien. Et aujourd'hui, tout ça est sur le net. C'est-à-dire les idées les plus insupportables, les plus sottes, les plus débiles, circulent sur le net. Et donc, on se dit, ben voilà, c'est la liberté d'expression. On peut aujourd'hui, sans difficulté, dire que les chambres à gaz n'ont pas existé. On va pas en prison pour ça. Et si par hasard, vous avez dit quelque chose qui gêne un petit peu sur un plateau de télévision, là, vous avez 10 associations qui vous attaquent en vous expliquant que ce que vous avez dit était islamophobe parce que vous l'avez pas dit comme il le fallait, ou que de toute façon, c'est vous qui l'avez dit. N'importe qui de gauche aurait pu le dire, ça serait bien passé, comme une lettre à la poste. Mais si c'est, je sais pas quoi, je prends par hasard Éric Zemmour ou un autre, on dira alors ceux-là, on les envoie tout de suite au tribunal. Vous parlez aussi du langage. L'usage de certains mots comme d'insultes empêche qu'on puisse les utiliser pour ce qu'ils signifient véritablement. Il y a un révisionnisme linguistique. Oui, sémantique. Justement sur fascistes, sur les mots fascistes qui sont devenus fachos, nazis, antisémites. Il y avait des antisémites partout à une époque. Moi, j'ai écrit sur la Torah, sur les évangiles et sur le Coran dans un livre qui s'appelait le traité de la théologie. Je n'enlève aucune ligne de ce traité. Et évidemment, j'étais islamophobe. Qu'est-ce que ça veut dire, islamophobe? On a peur de l'islam. On condamnerait des gens parce qu'ils ont peur. L'étymologie, c'est ça. Un islamophobe est quelqu'un qui a peur de l'islam. Et on vous envoie au tribunal parce que vous avez peur de l'islam. Et vous avez peur en disant quoi? Qu'il se trouve dans le Coran un certain nombre de choses qui sont homophobes, antisémites, misogynes, phallocrates. Je lisais l'autre jour dans Le Point qu'une dame savante et sérieuse disait qu'il n'y avait aucune invitation à tuer les juifs dans le Coran. Est-ce qu'on parle du même Coran? Est-ce qu'on parle du même livre? Il y a juste un moment donné où le débat n'est pas possible ou pensable parce que il y a des gens qui vous disent clairement que ce livre n'existe pas, que cette phrase n'existe pas, que cette sourate n'existe pas, que le verset de telle sourate n'existe pas, qu'il faut le recontextualiser, que ça ne veut pas dire ce que ça veut dire, etc. Donc effectivement, il y a un moment donné où le débat n'est plus possible. Alors le passage que vous êtes en train de lire, c'est un passage qui me permet de répondre à ceux qui disent Onfray est devenu de droite, voire d'extrême droite, regardez... Voir Réac. Il est avec Laurence Ferrari dans cette émission, etc. Face à Onfray, sur CNews et sur Europe 1, samedi 13h. Et je dis non, j'ai pas changé, mais vous avez changé. Vous, la gauche, si vous pensez effectivement qu'aujourd'hui, la zoophilie, la scatologie, la scatophilie, la pédophilie, tout ça, c'est formidable. Non, excusez-moi, mais moi je ne serai pas de gauche quand ce sera cette gauche. Il y a des lumières d'espoir quand même, Michel Onfray, ou pas? Trouvons-en une au moins ce matin. Moi je pense qu'il y a des espoirs individuels. C'est-à-dire je vois plein de gens qui m'arrêtent et qui espèrent en notre espoir et qui nous disent votre émission on écoute et puis ça nous plaît parce qu'on se sent, on n'est pas seul et puis etc. Donc il y a cette idée qu'effectivement il y a une majorité silencieuse
qui commence à parler un peu, et qu'il y a une minorité agissante qui, elle, fait la loi depuis très longtemps, intellectuellement, je veux dire, dans le service public notamment, et que on la voit là, toute griffe dehors, parce que d'un seul coup, le monopole qu'elle avait sur l'intelligence disparaît. Et c'est bien de voir des monopoles disparaître. Très bien, merci beaucoup Michel Onfray d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe 1. La foudre gouverne le monde aux éditions Albin Michel. C'était votre grande interview sur nos deux antennes.